Selon une étude récente de PwC, 60% des dirigeants français pensent que leur organisation disparaîtra d'ici 10 ans si leur modèle d'affaires n'évolue pas. Alors, dans un contexte où 6 limites planétaires sur 9 sont déjà dépassées, où 2/3 de la planète pourrait manquer d'eau et où 40% de la population vit sous un régime autoritaire, oui, les entreprises ont un rôle à jouer et leur modèle d'affaires doit nécessairement évoluer pour avoir un véritable impact sur leurs parties prenantes. Au-delà d'être rentables, les leaders de demain sont ces entreprises qui auront su tisser un lien de confiance unique avec leurs parties prenantes. Ce lien, c'est ce qu'on appelle leur capital social. Je suis Nathalie Descoux. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui, par vision, conviction ou tout simplement pour une question de survie, ont repensé le modèle d'affaires de leur entreprise ou leur industrie pour le rendre plus durable. Quel a été leur détonateur ? Comment ont-ils fait ? Quel impact sur leurs parties prenantes ? Quelle valeur cela a-t-il créé pour l'entreprise ? Ensemble, nous découvrirons les business models du futur et tenterons de vous inspirer pour que vous aussi, vous transformiez votre entreprise, votre marque ou encore votre direction en vue de générer plus de valeur et plus d'impact pour vos parties prenantes. Vous écoutez Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Bienvenue! Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour! Aujourd'hui à ce micro, pour ce 2e épisode de Capital Social, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julien Maudet. Julien a un parcours pour le moins atypique, polytechnicien de formation. Il a démarré sa carrière au ministère de la Défense en tant que data scientist. Puis en 2020, la Covid va tout changer. Julien ressent effectivement alors le besoin vital de se reconnecter au vivant. Et en 2022, il décide de devenir slasher. Alors slasher en bon français, ça signifie que Julien décide de cumuler ses activités d'ingénieur avec un autre emploi, en l'occurrence lié à la terre. Il passe alors son diplôme agricole, puis crée en 2023 les cidres Maurice. Et en parallèle de cela, il va fonder l'association, et c'est pour ça qu'on le reçoit, Slasher Cueilleur, avec Nicolas Baleno et Lola Dubois, dont l'objectif est d'encourager la pluriactivité agricole pour permettre au plus grand nombre de mettre un pied non pas à terre, mais dans la terre. Julien, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être, Julien, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours un peu atypique ? Comment un polytechnicien, ingénieur, mathématicien, spécialiste de la big data passe du cloud à la terre ? Bonjour Nathalie, merci de l'invitation déjà pour ce podcast. Je dirais que ce qui m'a guidé, c'est 2 choses, c'est la tête et le cœur. Le cœur déjà parce que je suis petit-fils de paysans, d'agriculteurs au sud de Vitré. Et donc la question agricole, elle a toujours été proche dans ma famille. Je passais tous mes étés sur la ferme de mes grands-parents. Pendant la Covid, j'étais confiné en grande partie à la ferme. Et en fait, c'est une ferme que personne n'a repris derrière. Et donc je voyais un peu ce patrimoine agricole, familial, qui était un peu qui n'était pas utilisé, qui n'était pas valorisé. On tondait la pelouse un peu autour des anciens bâtiments agricoles. Et ça me faisait quelque chose. Je me disais, bon, c'est quand même dommage, parce que c'est ça l'avenir de l'agriculture française. On va juste transformer tout un tas de fermes en résidences secondaires, pendant qu'à côté, on a une agriculture industrielle qui se développe à grande vitesse. Donc ça, c'était un peu le cœur. Je me suis dit, tiens, j'ai quelque chose quand même en moi qui me dit, c'est un secteur qui pourrait être intéressant. Et en fait, la tête, je dis ça parce que c'est quand même un secteur qui traverse des crises énormes à toute dimension, sociale, environnementale, et qui, je pense, a besoin, et ça c'est un reportage qui s'appelle « Nous, paysans », qui retrace l'histoire agricole de la France au XXe siècle, qui a été pour moi un grand déclic, qui était sorti sur France 2 en 2021, je pense. Qui disait on a besoin certes de bras parce qu'il faut renouveler les générations agricoles et on a aussi besoin de cerveau pour réinventer les modèles parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de questions qui sont face à des impasses. Et là, j'ai ressenti un appel en me disant finalement, là, la tête, le cœur se rejoignent. Il manque plus que les mains. donc, c'est là que je me suis dit commençons par se former. Et voilà, c'est là qu'en gros, j'aime bien dire mon coming out agricole s'est révélé. Ça a été un peu la somme de ces 3 facteurs, sans trop savoir où est-ce que ça irait. Mais je savais que c'était un peu... il fallait que j'aille creuser différents sujets et différents angles
au service de l'agriculture française et de sa durabilité. D'accord, donc vous vous reformez et puis vous êtes aujourd'hui, vous avez une cidrerie, les cidres Maurice. Donc vous repensez complètement votre pluriactivité en fait. Oui, complètement. En fait, à la base, c'était un projet personnel. Moi, j'avais lu un livre qui s'appelle « Créer sa micro-ferme agroécologique » qui en fait parlait un objectif pour avoir de la cohérence agronomique et économique sur une ferme à taille humaine, c'est d'aller chercher de la diversification, d'avoir différents ateliers. Donc, on va faire du maraîchage, on va faire de l'arboriculture, avoir un peu d'élevage pour avoir justement de la synergie agronomique et avoir un système qui tourne bien. Et en fait, un de ces chapitres, c'était l'atelier cidre, qui disait en gros, c'est un atelier qui peut se faire pas trop mal en complément d'une activité de maraîchage à temps plein parce que c'est très saisonnier. C'est basé sur de l'arboriculture, donc il faut mettre en place la culture. Il y a beaucoup de travail à ce moment-là. Il faut entretenir, surveiller, mais entre guillemets, le vivant fait son travail. C'est-à-dire que les pommes, entre guillemets, elles poussent toutes seules. Alors il faut surveiller, traiter, etc. Je ne veux pas du tout... il y a du travail, mais ça peut se faire en parallèle de quelque chose de plus intense à une temporalité beaucoup plus courte. D'accord. Et une fois que le cidre est mis en bouteille, là, on peut le vendre de façon asynchrone pendant toute l'année. Et moi, j'ai lu ça et je me suis dit, mais finalement, ça peut être ça ma vie. Alors, à l'époque, j'étais encore du coup dans le big data. Je peux faire ça comme si c'était ma culture principale. Et à côté de ça, avoir un petit verger qui fait du cidre dans le cadre de ma vie pro. Et en fait, d'alterner les deux. Enfin, après, il y a des synergies qui sont géniales entre les deux activités. Il y a des temporalités qui sont très différentes, très complémentaires. On va itérer sur un temps beaucoup plus long dans le monde agricole. On va être dehors, on va être sur quelque chose de très manuel, de très concret. Et l'alternance des deux, tout de suite, pour moi, a été vraiment libératrice. Et donc, c'était une première façon d'appréhender la question agricole. Mais ma formation, mes stages m'ont permis de sortir du microcosme un peu parisien, de la tech, etc., d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'agriculture aujourd'hui, qui nous nourrissent. Et c'était pour moi la première étape de mon petit parcours au sein du monde agricole. Ouais. D'accord. Alors, on va se parler de Slasher Cueilleur, que vous avez cofondé avec 2 autres personnes, on les a citées. D'abord, ça veut dire quoi, Slasher Cueilleur ? C'est né de quel constat ? Vous l'avez quand même un peu commencé à l'évoquer. Ça s'adresse à qui ? Bref, en 2 mots, racontez-nous un peu d'où c'est né, d'où ça vient et ce que c'est aujourd'hui, Slasher Cueilleur. En 2 mots, je dirais Slasher Cueilleur. Et en un peu plus. En gros, Slasher Cueilleur, c'est né du constat... Alors déjà, juste le terme, on a fait un jeu de mots sur chasseur-cueilleur, parce que chasseur-cueilleur, c'était un peu le concept anthropologique dominant. Il y a très très longtemps, on était tous chasseurs-cueilleurs, c'est un peu ça qui nous définissait. Et nous, la vision qu'on a, c'est alors c'est déjà une vision qui existe aujourd'hui, qu'on cherche à amplifier, et peut-être qu'en 2100, l'anthropocène sera peuplée de slasheurs-cueilleurs, parce que ce sera devenu la nouvelle norme anthropologique, on sera tous avec un pied dans la terre, un pied dans le tertiaire. Donc c'est pour ça qu'on a voulu un petit peu trouver un nom qui, je trouve, donne un peu cette ambition, qui a une dimension sociale très forte. Et ensuite, slasher, c'est le concept d'avoir plusieurs activités quand on se définit avec le slash, la barre oblique. Donc par exemple, Nathalie, tu es autrice, consultante, formatrice, podcasteuse, et avec un slash entre les deux. Donc c'est un peu, c'est un mouvement un peu en France. D'ailleurs que les anglo-saxons ont du mal à traduire, alors qu'à la base, le slash, c'est un mot qui est anglais. Mais on avait un jeu de mots, on avait une référence à une dimension anthropologique, sociale qui était importante pour nous. Et ça sonne bien, les gens s'en souviennent. Donc ça, c'était le nom Slasher-Cueilleur. Et ensuite, le constat de base, la jeunesse du projet, moi, je l'ai vraiment ressenti quand j'étais encore dans mon ancienne boîte à Paris en Big Data. Je faisais mes stages sur mes congés et du sans-solde. Et donc, j'ai vraiment vécu 6 mois où j'alternais entre les 2 univers. Donc, le monde de la tech, où les gens ont des conditions de travail, ont des conditions de rémunération qui sont relativement confortables par rapport à l'ensemble de la société et qui sont en quête de sens, alors pas forcément des quêtes de sens très profondes, genre anxiété, burn-out et tout, mais il y avait une espèce de recherche d'impact. Ouais. C'était un peu impact. On cherchait à se positionner sur les projets les plus sympas, les plus green, les plus impact. Et je trouvais qu'il y avait une petite forme de... Enfin, je sais pas, je trouvais que c'était un peu superficiel. Et en fait, à côté de ça, donc j'alternais
J'avais fait 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines à un moment. Je retournais à la ferme et là, je voyais de l'impact, mais il y en avait partout. Chaque brin d'herbe qu'il fallait tailler, entretenir, chaque vache, chaque mouton, chaque pommier. C'est concret, quoi. C'était de l'impact, c'était du concret. Et donc, je me disais, mais et à côté de ça, il y a de l'agriculture. Alors, on peut bien en vivre, il faut qu'elle soit rémunératrice. Hein, je ne suis pas là à dire autre chose. Et en fait, c'est quand même des conditions de travail, de rémunération qui sont plus complexes, potentiellement plus précaires. Il y a une prise de risque, il y a de l'incertitude. Enfin, c'est vraiment un autre monde. Et pourtant, ils sont à 1h30 de TGV, Paris-Vitré. Et c'est les gens qui nous nourrissent. Et on adore le terroir, on adore tout ça. Mais les histoires derrière sont très différentes entre ces deux mondes. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'ils soient si proches. Et en fait, le problème de chacun était la solution de l'autre. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, OK, ce que moi, je commence à faire avec ma petite expérience de transfuge un peu hybride, parce que je n'étais pas non plus dans une logique de reconversion totale, de bifurcation. Moi, j'étais vraiment, pour reprendre un peu les termes de Bruno Latour, je cherchais à composer entre ces deux mondes-là. Et là, on s'est dit, c'est là que j'en ai parlé avec Lola, avec qui j'avais été sur la ferme des 3 parcelles en stage en maraîchage un peu avant, puis Nicolas Baleno, qu'on a rencontré lors d'un co-living sur l'agriculture avec des gens qui cherchent un peu à trouver des solutions. Et on s'est dit, OK, en fait, est-ce que le temps partiel agricole, la double activité, peut être une solution clé pour le renouvellement des générations agricoles? Est-ce que ça peut être un vecteur, une nouvelle modalité d'accès vers le monde agricole? Et est-ce qu'on peut l'amplifier? Donc en fait, si je vous reprends et si je résume, avec Slasher Cueilleur, vous essayez de disrupter quelque part l'accès au monde du travail agricole en créant une solution qui répond aux 2 problèmes que vous avez très très bien évoqués de notre société. D'un côté, ce besoin criant de renouveler les générations en agriculture. On rappelle que, au passage, d'ici 2030, près de la moitié des agriculteurs partiront à la retraite. Et de l'autre côté, un besoin tout aussi criant, je dirais, de redonner du sens au col blanc, pour le coup urbain, dont beaucoup frôlent ce que les anglo-saxons appellent le brown out. Je disais d'ailleurs un sondage d'OpinionWell réalisé en 2022, je crois, qui dit que plus de 40% des actifs songent à quitter leur emploi dans les 2 ans afin d'en trouver un avec du sens, enfin en tout cas avec plus de sens. Donc d'un côté, en résumé, on a des agriculteurs en quête de main-d'œuvre, de l'autre des urbains en quête de sens, et Slasher Cueilleur fait rencontrer ces 2 besoins. En somme, vous êtes comme une plateforme, si je résume, et si je pousse même le curseur un peu loin, est-ce que vous vous considérez comme le ADECO du temps agricole, de l'agriculture, mais sur base du volontariat? Alors, Slasher Cueilleur, ça c'est un projet qui s'inscrit dans le monde agricole. Le monde agricole, une chose qui le définit très fortement, c'est le temps long, c'est les itérations longues. Donc, je ne pourrais pas dire qu'on disrupte quoi que ce soit. On cherche justement à venir s'inscrire déjà dans un écosystème qui est là depuis longtemps. On parle de parcours de vie qui sont de toute façon longs, c'est-à-dire qu'on ne va pas... entre les moments où les gens vont dire « Ah bah tiens, peut-être que je pourrais être double actif, c'est peut-être ça ce qu'il me faut pour me réancrer, etc. » Ça ne va pas se faire en 3 mois. C'est des réflexions et c'est une des choses, en fait, il faut prendre son temps pour faire évoluer ses équilibres de vie parce qu'on a aussi tout un imaginaire autour de la reconversion. Je plaque tout, je pars, je change complètement d'environnement, etc. Il y avait un article dans Le Monde lundi, justement, qui parle des désillusions autour du mythe de la reconversion. Et moi, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense qu'il faut travailler un nouvel imaginaire qui vient juste dire, attention, allons-y petit à petit. Il n'y a pas que 2 options orthogonales qui sont je continue tout droit dans le mur et je me reconvertis à 90 degrés. Il y a des chemins hybrides entre les deux qui nous permettent de nous tester, de faire évoluer notre entourage, nous-mêmes, etc. Je n'ai pas fini de répondre à la question du coup. Je pense pas qu'on disrupte rien. Et en fait, c'est même un pilier du projet. J'adore dire qu'on n'invente rien. D'accord. On vient juste visibiliser en fait des parcours qui ont toujours existé dans le monde agricole. C'est-à-dire que si on regarde après la guerre en 1945, 50, etc., que ce soit à Saint-Nazaire, avec le marais Briéron, tous les paysans, ils avaient 2 choix. Soit ils augmentaient leurs fermes, on était au début un peu de l'intensification du remembrement agricole, etc. Soit ils allaient prendre un job à Saint-Nazaire dans les chantiers navals. Il y en avait plein qui gardaient, pour garder une agriculture à taille humaine,
dans leur village, faisaient les allers-retours, combinaient déjà ces deux jobs. Il y a eu la même histoire en Ardèche avec Rhône Poulain, qui est la même histoire avec les usines Citroën autour de Rennes. Et donc, ça a toujours été une composante du monde agricole pour ces raisons-là. Ensuite, quand on a des fermes trop petites, donc pour complémenter son revenu, ou quand on a une forte saisonnalité, il y a vraiment il y a beaucoup d'exemples de céréaliers qui sont facteurs une partie de l'hiver. C'est vraiment quelque chose qui est courant. Et c'est même moi, en fait, au Salon de l'Agriculture en 2022, j'ai découvert le terme de double actif. D'accord. Qui est en fait très courant, encore une fois, dans le monde agricole. Il y a de la littérature, il y a des articles, il y a des guides pour monter sa double activité, mais on part toujours de la ferme pour aller chercher quelque chose ailleurs. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça a été une illumination. Mm-hmm. Je me suis vraiment dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Sauf que juste moi, il faut que j'aille mettre un pied à la ferme. C'est juste le chemin inverse. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, en fait, Slasher-Cueilleur, c'est vraiment un projet ancré dans le monde agricole. On vient juste un peu inverser, effectivement, parce qu'on se dit, on va utiliser le même concept de double activité pour attirer du monde. Et donc, en fait, on déploie, on est sur 3 piliers importants. Et le premier, c'est inspirer. Donc, on a un média avec des portraits, du contenu thématique, des guides pratiques pour négocier son temps partiel à vocation agricole avec son boss. On essaie de produire un peu de contenu spécifique là-dessus. On va sortir une mini-série en 2025 où on va rencontrer une dizaine de doubles actifs dans leur vie agricole et dans leur vie tertiaire, en ville, etc., pour vraiment incarner ces parcours. On ne parle pas d'une utopie de 2050. Ouais. C'est vraiment des parcours réel. de vie de 2024 qui sont très, très actuels. On a ensuite un pilier accompagné, donc inspiré, accompagné, où on fait du coaching, donc coaching au montage de projets agricoles en individualisé ou coaching à la négociation en entreprise pour demander son temps partiel à vocation agricole. On a une formation qui commence là en octobre, qui va tourner tous les 3 mois de 2 jours pour monter sa double activité. On organise des rencontres toutes les 6 semaines en petits groupes qui s'appellent ton slash de rêve. Donc voilà, ces ateliers, donc on a 3 piliers dans accompagnement, coaching individualisé, des ateliers en groupe et une formation de 2 jours. Et le dernier pilier, outillé, donc ça c'est un projet qui est plus pour 2025, où là effectivement, on a une partie du financement qui est déjà bouclée pour créer en fait une plateforme d'opportunités agricoles à temps partiel pour justement faire émerger cette nouvelle catégorie, qu'on ait à la fois des agriculteurs qui puissent proposer des opportunités salariées, des parcelles, une partie de leur outil de production qui pourraient mettre en location, tout un tas de modalités juridiques différentes pour permettre à des porteurs de projets, soit en entrepreneur indépendant, soit en salarié, de venir mettre un pied à la ferme, de redensifier le tissu paysan autour de cette ferme. C'est-à-dire que même si on vient un jour par semaine pour monter son propre projet en lien avec une ferme existante, on va vraiment se venir synergiser, on va ramener son propre réseau, ses nouvelles idées, on va faire plus un, même si on est là qu'un jour par semaine. Et voilà, ça c'est un projet Génial. qui est en cours de design, conception pour l'instant, et on va lancer l'an prochain. Alors, vous avez commencé à le dire, les 3 piliers intéressants. C'est vrai que nous, dans le podcast, on décrypte les business models du futur. Vous êtes une association aujourd'hui. C'est un choix. Est-ce que vous avez vocation à le rester? Est-ce que le futur de Slasher-Cueilleur a vocation à évoluer, à ne plus être une association, peut-être à avoir une autre forme juridique, une forme d'entreprise? Quel est votre point de vue là-dessus? C'est-à-dire comment ça fonctionne? Et puisqu'on s'intéresse au business model, vous avez commencé à très très bien expliquer la valeur que vous créez. On le voit très bien et on entend bien. On voit bien effectivement que vous appuyez sur 2 besoins qui sont criants. On l'a bien décrypté. Comment vous captez la valeur? Comment vous la redistribuez? Et puis, je m'intéresse beaucoup à ce statut d'association qui, est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'il ne va pas évoluer? C'est quoi le futur de Slasher-Cueilleur? La question qu'on s'est beaucoup posée au début et qu'on continue de se poser, c'est vraiment quelle est notre mission, quel est notre objectif, qu'est-ce qu'on veut faire. Et pour nous, c'était très simple, la métrique ultime, c'est combien d'agriculteurs, d'agricultrices se sont installés via la double activité en étant passés par nos formations, sensibilisation, etc. Et alors combien? Est-ce qu'on a déjà un chiffre? On n'a pas encore ça fait que 6 mois qu'on a commencé, etc. On a des gens qui sont passés, qui ont eu des révélations, ils se sont dit « Ok, c'est ça que je veux faire, etc. » Je pense qu'on va continuer à les accompagner et on les renvoie aussi vers l'écosystème existant. Nous, on se positionne très en amont de la chaîne. On va venir créer des vocations. Et ensuite, il y a tout un écosystème de l'installation agricole qui est existant en Ile-de-France, à Biosol, Champ des Possibles, Ferme d'Avenir,
les chambres d'agriculture, bien évidemment, etc., les CIVAM, qui prennent le relais, en fait. Et nous, ça nous va très bien. On est vraiment en lien avec eux. Voilà, en fait, ça, c'est vraiment notre mission. Et quant à la forme juridique, pour nous, il faut vraiment que ça découle de l'objectif. On s'est rendu compte que ce serait vraiment pas évident, en se lançant, d'avoir des rentrées d'argent rapides. On est quand même sur un concept nouveau. Tout l'écosystème autour de nous est associatif. C'est une question qui intéresse les pouvoirs publics, plus qu'à l'échelle individuelle, les personnes, sauf les personnes qui ont réussi à avoir en formation, en atelier. Et là-dessus, je reviendrai là-dessus dans le business model. Mais en fait, on est parti sur la forme associative parce que on avait besoin à la fois d'avoir des financements rapidement pour pouvoir pérenniser le projet. Et on a eu des financeurs publics très intéressés dans la démarche, qui étaient prêts à nous soutenir assez rapidement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a validé le modèle associatif. Ça nous permet d'aller voir tout cet écosystème, d'aller pousser des portes pour faire du plaidoyer, pour faire émerger un peu cette cause et ce mouvement avec beaucoup plus de facilité et de sincérité. Je pense que si on était un acteur privé. Donc, je pense que aujourd'hui, on n'a aucune raison et on n'a pas du tout vocation à modifier notre statut. Je pense que on a aussi, on a vraiment envie de créer un mouvement, une communauté autour de nous, un réseau d'entraide. Et je pense que c'est pour ça que la forme associative où les gens peuvent adhérer, éventuellement rentrer au bureau, prendre des rôles de façon bénévole, ça, c'est super précieux pour faire émerger le mouvement. Et en captation, c'est-à-dire, vous avez commencé à le dire, mais c'est-à-dire que potentiellement, ces portes que vous voulez pousser, pour reprendre vos termes, est-ce que ça vous intéresse de amplifier le mouvement en allant pousser des portes d'entreprises qui pourraient proposer ces programmes-là en fait à leurs salariés qui sont en quête de sens et redonner un petit peu de qualité de vie au travail, de sens. Si oui, est-ce que vous avez des entreprises que vous ciblez? Est-ce que vous avez des investisseurs que vous ciblez? Est-ce que ça s'adresse à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient? Enfin, quel est votre point de vue là-dessus? Mon point de vue là-dessus, c'est que, alors, en fait, on a commencé au début du projet. On a beaucoup testé une offre entreprise. On était encore un peu en train d'itérer sur le modèle et les actions. Et, en fait, on avait créé une offre. J'en fais un peu son post-mortem ici. Je le partage parce que justement, je profite du podcast pour lancer un appel aux dirigeants, DRH, aux personnes qui sont... Si ce sujet vous parle, on est hyper intéressés d'avoir vos retours pour avancer tous ensemble. Et donc, on a créé une offre qui venait, un peu une offre de conseil RH, pour venir aider les entreprises à mettre en place des programmes /cueilleurs en interne, en faisant un élément différenciant de leur marque employeur, de leur stratégie d'ancrage territorial, de leur durabilité, etc. Et donc, on a parlé à une vingtaine d'entreprises en tout, donc à des DRH, des dirigeants. Là où ça parlait le plus, c'était, je pense, dans le secteur de la tech, donc des entreprises de services informatiques, parce que je pense qu'ils sont conscients de la limite du modèle 5 jours derrière l'ordi, sur en plus des métiers qui sont assez créatifs, avec un flux d'informations à processer qui est toujours plus important. Donc, ils ressentent, je pense, ce côté besoin d'une déconnexion, de changer un peu d'environnement de travail. Donc là, on a un peu avancé avec certaines entreprises dans ce secteur-là, et on a aussi pas mal avancé avec des entreprises dans le secteur agroalimentaire, ou en tout cas, avec des entreprises qui ont, dans leur chaîne de valeur, de l'agricole. Parce que les boîtes de la tech, etc., elles comprenaient une partie du problème qui était quête de sens, problème en entreprise, etc. Fallait qu'on leur explique pourquoi est-ce que le problème à mettre en face, c'était le renouvellement des générations agricoles, mais c'était quand même assez indirect pour eux. C'était mais pourquoi ce problème-là et pas d'autres solutions. Et pour le coup, en entreprise agricole, eux, ils comprenaient largement le problème dans leur amont ou dans leur aval et le besoin de connexion en fait au sein de cette chaîne de valeur entre leurs collaborateurs et les agriculteurs amont-aval. Donc on a testé cette offre, on l'a arrêtée parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément une propension à décaisser de la part des dirigeants pour ce type de projet en fait en amont. C'est-à-dire que payer une asso ou une entreprise pour faire ce travail-là, ils disaient on a eu une remarque que j'ai bien aimée, vous n'êtes pas non plus Bicorp. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même assez niche. Ça va parler qu'à une partie des employés. Et puis, en fait, s'il y a un employé qui est un peu en burn-out, qui veut passer au 4/5e, passer à mi-temps pour juste se reposer ou pour
aller faire autre chose, aller faire de la maroquinerie dans un atelier d'artisanat, etc. D'un point de vue de l'employeur, c'est aussi bien. Ouais. Et donc on a un petit peu arrêté d'y aller vraiment de front avec les entreprises. On s'est dit on va d'abord consolider un peu notre modèle et on retournera les voir plus tard. D'accord. À ce moment-là, quand on a un peu arrêté les itérations sur cette offre entreprise parce qu'on voyait bien qu'on n'allait pas déboucher dans le court terme sur quelque chose, on a aussi un peu basculé le projet pour se dire allons empouvoirer en fait les salariés et les indépendants, etc. On va se mettre avec eux pour qu'eux ensuite fassent remonter en entreprise ce besoin, cette envie. Donc c'est pour ça qu'on a lancé un peu les offres autour de la négociation avec son manager ou sa manager pour obtenir son temps partiel agricole et tout un tas un peu comme ça d'actions. On va vraiment venir se infuser partir par de le la bas. Base en fait, pas être hors sol sans mauvais jeu de mots. En fait. Ouais, complètement. Et donc ça, je pense que ça a été un choix et je pense que là, c'est un autre business model parce qu'en fait, les gens en reconversion sont aussi prêts si on leur propose des formations pertinentes. Il y a des dispositifs déjà comme le CPF, etc., qui leur permettent assez facilement de payer des formations. Donc nous, on essaye vraiment de se positionner là-dessus en termes de modèle économique pour l'association. En fait, quand on parle de slasher career, on ne parle pas forcément de gens qui vont faire un tour à la ferme le vendredi. En fait, on parle vraiment de projets de double activité. Donc c'est assez engageant parce qu'on croit qu'en fait, la vraie vertu de la régénération personnelle et donc pour adresser le problème qu'on veut traiter, c'est le renouvellement des générations paysannes. Ouais. C'est pas juste de faire d'augmenter le nombre de jardiniers. Ouais. Donc en fait, on met peut-être la barre un peu plus haut en parlant vraiment d'installation agricole à temps partiel, etc. Et donc c'est pour ça qu'en fait, je pense que notre message et l'asso ne va pas forcément parler à tout le monde. Des gens qui veulent juste de temps en temps aller faire un peu de bénévolat sur une ferme. On ne va pas forcément s'adresser à ces personnes-là. D'où le fait que l'offre dont vous parliez, votre post-mortem était intéressant. Peut-être c'est là où je vous rejoins. C'est-à-dire que si l'ambition, c'est d'aller être plus sur quelque chose sur du long terme, de s'installer sur du long terme, effectivement, c'est moins dans le cadre du court terme que peut chercher une entreprise sur donner du sens un jour par semaine à un employé sans pour autant tout remettre en question en fait, sur sa vie. Okay. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Et alors, au niveau du périmètre, vous êtes. J'ai une question sur. Est-ce que vous êtes uniquement sur la France, enfin sur des terres agricoles en France? Et quel type de. Vous avez parlé d'ateliers dans votre jargon d'activités vous couvrez. Est-ce que c'est toutes les activités agricoles ou est-ce qu'il y a certaines activités plus que d'autres qui sont couvertes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc Slasher Career, on vient un peu mettre en lumière et référencer des parcours de double activité dans un objectif aussi de les modéliser pour faire un peu émerger des exemples et peut-être des tendances, des combinaisons entre un métier tertiaire et un métier agricole qui marchent bien, qui ont été éprouvés, pour en fait paver un peu les différents chemins vers la double activité. Donc en fait, nous, on vient référencer un sous-ensemble de l'ensemble des doubles actifs qu'il y a en France, et il y en a des dizaines de milliers. Donc là, sur la plateforme, aujourd'hui, on a une cinquantaine de portraits. On a fait en tout à peu près 70-80 interviews. Ils vont arriver au fur et à mesure. C'est pas ça qui manque. Et c'est notamment un des piliers sur lequel on cherche des bénévoles pour faire ces interviews qui sont des moments de rencontre passionnants, comprendre un petit peu problématiser un petit peu leur équilibre entre le tertiaire et l'agricole pour ensuite le répertorier sur le site. On en a dans toute la France. On n'a pas que des urbains qui sont allés vers le monde agricole, on a aussi des agriculteurs, agricultrices qui ont mis un pied en dehors de la ferme à un moment en se formant un nouveau métier. Il y a un exemple qui est Cécile dans le sud-ouest, dans le Gers, qui est éleveuse de poules, qui après 10 ans d'installation à temps plein, a réduit un peu son cheptel pour développer une activité après une formation de rédactrice web freelance. Donc elle fait ça dans l'autre sens, du coup. 3 à 4 heures par jour, donc en télétravail complet, depuis sa ferme. Et ça vient vraiment s'intégrer en fait dans ses routines agricoles. Donc ça, c'est vraiment important pour nous d'avoir... on n'a que des profils double actif agricole où l'activité agricole est une activité professionnelle. Donc ça, c'est un peu une ligne rouge du projet. C'est-à-dire qu'on ne va pas référencer des gens qui font ça de façon amateur, même si c'est parfois de très grands jardins, etc. On parle vraiment d'agricultrices, d'agriculteurs professionnels. Donc on en a dans toute la France. On en a même à l'étranger. On allait en Suisse en juin rencontrer une ferme où ils sont 4 à temps partiel. Ils reprennent la ferme des parents qui étaient 2 à temps plein. Fascinant. Comment est-ce qu'ils s'organisent pour se passer l'information, etc. On va sortir un reportage dans les prochaines semaines sur la ferme Chotems.
où Marc, d'ailleurs, travaille chez AXA Climate en tant que data engineer, 3 jours par semaine, et le reste de la semaine et un petit peu du week-end, il est sur la ferme. Enfin, c'est une histoire vraiment hyper inspirante. On en a pas mal en Belgique aussi, on en a en Suède, et je pense que c'est un mouvement qui est vraiment amené à... Encore une fois, ça fait 7 mois qu'on s'est lancé. C'est un mouvement, je pense, qui correspond à l'agriculture d'aujourd'hui, donc je pense qu'on va continuer à s'aimer sans trop de soucis. Ouais. Et vous parlez de mouvement, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur, en fait, que ce mouvement grossisse, que ce mouvement s'élargisse, c'est quoi, en fait, vous dites, je sais pas, dans quelques mois, quelques années, on aura réussi avec Slasher-Cueilleur, si quoi? Oui, je pense que notre métrique un peu ultime, c'est le nombre d'agriculteurs, d'agricultrices installés après avoir eu l'étincelle grâce à Slasher-Cueilleur. Et donc, je pense que ce qu'on peut nous souhaiter... j'en sais rien, en 2030, si on a, je vais dire un nombre au hasard, mais des milliers de slasheurs-cueilleurs installés qui, après avoir fait un atelier, une formation, avoir lu nos articles, se sont dit « Ah, c'est ça, il faut, en fait, je garde mon job, passe à temps partiel, que ce soit à la journée, à la semaine, à l'année, je me lance dans un projet agricole. » Et on en a déjà eu des très belles histoires. On était à Bordeaux en mars avec Nico. On allait voir un vigneron, Emmanuel Coste, qui donc est en train d'arracher de la vigne. Il y a une crise assez énorme dans le vignoble bordelais en ce moment. Donc, il est en train d'arracher des parcelles de vigne. Il disait, il faut que je diversifie. Je ne peux plus faire que de la vigne, mais je ne vais pas lancer ces projets tout seul. Et en fait, il nous a contactés. Il a vu le projet. Il a dit, mais c'est génial. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un slasher? Parce que là, j'ai une parcelle de 2 hectares. Il y a plusieurs projets potentiels. Mais voilà, je pourrais m'associer avec quelqu'un, même s'il est à temps partiel, pour monter ce projet. Et donc, on est allé sur place, on a créé on a un peu structuré des offres. Donc, on a publié une offre d'entrepreneurs micro-associés pour un développement d'une oliveraie sur cette parcelle de 2 hectares, qui est donc c'est une petite parcelle. Et en fait, on a trouvé donc Grégoire Châtaignier, que je cite ici, qui travaillait dans un fonds d'investissement à Bordeaux, et en fait, il est allé sur la ferme grâce à notre annonce, etc. Ils se sont bien entendus. Et donc là, depuis, ils développent ce projet ensemble. Grégoire, il garde son job à côté, il vient à temps partiel. Et voilà, donc ils viennent synergiser comme ça, eux deux. Et donc ça a été un des premiers matchs qu'on a fait là au printemps. Et c'est un des piliers de cette plateforme dont je vous parlais, qu'on va sortir en 2025. Mais voilà, ça, si on peut avoir des histoires comme ça à l'appel. Des matchs, des matchs entre des slashers et des agricultrices, agriculteurs, soit en salariat, soit encore une fois en micro-association. Et ce sera incroyable. On fait une grande fête avec les produits de tout le monde et ces histoires et les employeurs qui ont bien compris d'ici là la valeur d'avoir des employés épanouis, polyvalents, qui se régénèrent à côté de leur entreprise dans ce type d'activité. Je pense qu'on pourra dire qu'on a apporté une petite pierre à l'édifice, je pense. Je crois que ça va être le mot de la fin. Cette interview touche effectivement à la fin. Je tiens à vous remercier grandement, Julien, pour votre énergie, votre enthousiasme et votre sincérité aussi. C'est un véritable plaisir pour moi de vous recevoir à ce micro. Et si je devais retenir 3 mots de ce que vous avez dit, vous en avez dit beaucoup, mais j'en retiendrai 3, je dirais coopération. C'est vrai, quand on vous écoute, Slasher-Cueilleur, on voit que c'est né de cette rencontre entre 2 mondes qui, a priori, tout pourrait opposer. Sens, un grand sens dans vos paroles et dans votre projet. Slasher-Cueilleur unit effectivement cette quête de sens des urbains et puis la quête de renaissance, je dirais, des agriculteurs. Et on entend beaucoup d'humilité également dans vos propos. Et vous le dites très bien, le métier d'agriculteur est un métier dur. Aller travailler la terre requiert une posture d'humilité de la part des slasheurs, avec une vraie compréhension de la dureté du métier, en fait, d'agriculteur. Donc, c'est bien, à mon sens, donc, quand on vous écoute, la convergence de ces 3 mots qui fait la force de ce qu'on appelle ici le capital social des slasheurs-cueilleurs. Julien, je vous remercie grandement. Je remercie également toute l'équipe technique de One2One2 qui rend ce podcast possible. Et je vous donne rendez-vous dans 1 mois pour le prochain épisode de Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur.